Salut, c'est Jim, j'espère que vous allez bien. Je fais une vidéo, alors cette fois-ci ça sera une vidéo enregistrée, ça sera pas en live parce qu'on va aborder quelques questions un peu fondamentales. Mais je vais quand même un petit peu faire une petite parenthèse sur ce qui s'est passé là aujourd'hui en l'occurrence sur Bitcoin et sur la plupart des marchés, hein. Si on regarde bien, là il y a à peu près tout le marché qui s'est pris une douille et évidemment le collat qui lui s'est fait plaisir. Bon, on va se préoccuper essentiellement de Bitcoin, hein, parce que c'est quand même le patron, en tout cas dans l'écosystème crypto. Il y aurait plein de choses à dire sur le reste sur les autres écosystèmes, notamment les matières premières comme le gold, le silver, et puis évidemment les indices qui ont quand même bien retracé. Mais là, en l'occurrence, je vais me concentrer sur Bitcoin parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et ça m'intéresse aussi, en même temps. Alors bon, là, on a clairement eu un événement de liquidité, hein. Je pense que je vais pas non plus répéter ce que d'autres ont pu dire. Ça n'a pas vraiment d'intérêt. Alors, c'est peut-être pas l'événement de liquidité auquel on pense, en fait, parce que si on regarde bien, et ça fait un petit moment que j'en parle, on s'était quand même installé dans un range qu'on va pouvoir donc délimiter en gros par cette zone, hein. Voilà. Donc qui dit range dit des bornes avec un premium et un discount. Donc ça, c'est toujours intéressant de délimiter quand même cette zone. Voilà où on en est. Et donc, et ça, on peut dire que c'est depuis ce mouvement impulsif là, qui a pris quand même naissance au mois de novembre. Ouais, c'est ça, à peu près. À peu près, ouais, mi-novembre. Ouais, en gros. Donc on a eu quand même une belle impulsion avec une hausse qui est quand même conséquente. Et comme après chaque impulsion, eh ben on est rentré dans une phase de consolidation. Voilà. Et puis on va d'une borne à l'autre. Et là, ce qui s'est passé ici, c'est intéressant parce que là, on a cassé cette borne ici. On est venu tout de suite, et là, c'est ce à quoi on a assisté aujourd'hui. On est venu tout de suite tag la borne basse range. Et où est-ce que le prix est venu se poser presque immédiatement? Ça s'est fait en quelques heures. Il est venu se reposer sur. Alors, on a une confluence, hein, de plusieurs zones. En l'occurrence, on a ce breaker H4 ici. Et donc, on voit bien, hein, le breaker, on peut le. Si je vous le dessine, alors en gros, ce que ça nous fait, hein, ça nous fait quelque chose comme ça, et comme ça. Et voilà le breaker qui est ici. Et on est venu, le prix est venu même quasiment se taguer le CE, le Consequent Encroachment de ce breaker. Voilà, ça c'est une chose. Donc, événement de liquidité, oui, parce qu'on est venu évidemment chasser quelques stops. Pas tous en l'occurrence. Donc celui-ci, oui. Et évidemment, ceux qui sont un peu plus hauts également. Mais on n'est pas venu tag la borne basse du range. On est venu, on s'en est approché à quelques ticks, mais on n'est pas venu le tag. On est venu retester en gros ici cet imbalance daily, voilà, qui est ici. Donc pour l'instant, on peut considérer que ici, il y a rejet. On voit bien qu'on n'est pas venu clôturer sous le seuil médian de cet imbalance daily. Voilà, on voit qu'il y a encore évidemment des points d'intérêt bien plus bas, hein, mais en l'occurrence, ça pourrait constituer évidemment des appels d'air, mais pour l'instant, le job de cet imbalance, là, il a été fait. Alors, ce qui est assez intéressant, et quand je parle d'événements de liquidité, c'est que l'événement de liquidité, il se situe aussi
de l'autre côté de cette borne. Alors évidemment ici, parce qu'on est venu là chasser évidemment une zone de stop. Bon, j'ai pas besoin d'aller sur iBlock ou Kingfisher ou je sais pas quoi d'autre pour voir qu'il y avait évidemment une haute zone d'intérêt ici. Mais si je me mets en weekly, alors c'est même en daily qu'il faut que j'aille. Je vais repérer ça. Alors, voilà, ici on avait un imbalance là, un fair value gap. On va le noter. On en a un ici. Et on en a un. Alors tout ça, c'est évidemment des zones qu'il faut délimiter parce que c'est évidemment des points d'intérêt qui sont majeurs. Ça pourrait constituer éventuellement des zones qui vont faire appel d'air. Voilà. Celle qui nous intéresse en l'occurrence, c'est celle-ci, qui a été déjà retestée plusieurs fois. La voilà. Donc là, on est dans les zones des 48 000, entre 48 000 et 50 400. Et voilà ce qu'on est venu travailler là aujourd'hui, ces dernières heures. La zone qu'on est venu travailler ici. Et pour l'instant, bah, on voit bien que là, le prix... Alors ce qui est intéressant, c'est que le prix il est quand même venu légèrement clôturer au-dessus du seuil médian. Donc là, je suis en daily. Si je mets en 4 heures, on va pouvoir voir ce qui se passe. Voilà. Il est venu légèrement travailler au-dessus. Il a même clôturé légèrement au-dessus. Et après, il a retracé. Ce qui me laisse penser que le travail n'est peut-être pas terminé. Le fait qu'on réintègre comme ça le seuil médian de ce range, mais qu'on vienne clôturer légèrement au-dessus de cet imbalance daily, me laisserait penser que il y a encore du mouvement à venir. Alors, là, ce qui est quand même assez intéressant, et pourquoi là, en ce moment, moi je ne traite pas beaucoup en fait. Je prends quelques positions, mais des positions assez très court terme. On est de l'ordre du scalp. C'est que ce que j'ai noté ici là, ce sont les jours de CPI. Donc le CPI, j'ai pas besoin je pense pas avoir besoin de rappeler ce que c'est un Consumer Price Index. Alors c'est pas ça qui va conditionner les taux d'intérêt. Hein. Les banques centrales en règle générale plutôt se focalisent sur le PCE. Parce qu'il est quand même moins tributaire des prix. Comment dire ça Il est moins tributaire des prix qui augmentent rapidement, notamment le logement, et puis d'autres secteurs de l'économie qui sont quand même plus volatiles. Mais le CPI, c'est quand même un événement qui est très important. Et ce qu'on peut remarquer, c'est pour ça que je les ai notés, c'est que, en fait, avant ces news économiques, alors là j'ai noté le CPI, mais on pourrait en noter plein d'autres. Hein. On a souvent une période d'accumulation, de consolidation, et puis après, le prix fait son job. Donc, ici, évidemment, là, ça va être le 10 janvier, je crois, ou le 11 janvier, je ne sais plus, le 10 ou le 11 janvier, on va voir le premier CPI de l'année, qui est évidemment un événement qui est très attendu, et que là, actuellement, on soit dans une phase d'accumulation de liquidités, c'est quand même pas étonnant. Donc, il y a fort à parier que là, en fait, on vient d'assister probablement juste un élargissement du range. Alors, pas par la borne basse d'ailleurs, hein, mais je ne serais pas du tout étonné que voilà, on vienne encore balayer ces zones-là
vers juste après le CPI. Voilà, à voir. Mais c'est vrai que les 2 premières semaines du mois de janvier, faut quand même faire gaffe. Parce que ce dont j'ai parlé à l'échelle d'une semaine, dans ma vidéo sur le temps, là je vous mettrai le lien, c'est que je vous avais dit, le lundi punit les impatients et le vendredi punit le grid en fait. Mais tout ça, c'est fractal, ça va être évidemment valable à l'échelle du mois et à l'échelle de l'année. Et évidemment que tous ceux qui ont clôturé leur position, notamment à la fin 2023, la première chose qu'ils ont envie de faire dès que l'année 2024 commence, c'est d'engager de nouvelles positions. Voilà. Et donc là, on voit bien que pour l'instant, ceux qui sont... Alors là, le janvier... Voilà. Pour l'instant, on est sur la toute première semaine. Hein. Et donc, voilà. Là, pour l'instant, on est dans le registre du balayage, on va dire. Voilà. Donc, moi, je pense que le plus prudent, là, à l'heure actuelle, c'est simplement d'attendre un petit peu, de voir ce que la- le- quelle main va nous montrer le marché. En l'occurrence, ici, on est revenu, quand même, c'est assez intéressant, pile poil dans l'équilibrium de ce qu'on pourrait considérer comme ce nouveau range. Hein. Voilà. Ici, on a une nouvelle borne, à mon avis. On a donc cet imbalance daily qui va forcément jouer son rôle. On en avait un autre ici. Et on a à présent une vision un peu plus claire des targets qu'on pourrait éventuellement viser. Donc, il y en a évidemment au sud, je vous les ai déjà montrés, et il y en a au nord. Et les voilà. Bon, mais sinon, donc au sud, voilà, on a encore un peu de job à faire par ici, et on a là, suite à cette petite zone d'accumulation, on en a également ici. Donc là, on est bien plus bas, mais ça fait un petit moment que je garde un œil dessus quand même. Hein. Donc là, on est dans la zone des entre 29 900 et 32 800, en gros. Voilà. Voilà où on en est. Pour l'instant, je pense qu'il faut mieux laisser les opérateurs faire mumuse, les opérateurs et puis les brokers, parce qu'il ne faut quand même pas être dupe. Hein, cet événement-là de liquidité, il- j'aime j'aime bien cette image, mais c'est pas Robert Pijard dans le Vaucluse qui a décidé de vendre tous ces bitcoins. On est bien d'accord. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a généré ce genre de mouvement? On va pouvoir trouver plein d'explications. À la rigueur, c'est pas très très grave. On sait que c'est un événement de liquidité qui a quand même pour objectif de reset le marché, de faire une sorte de remise à zéro et d'obliger les gens à se réengager. Et c'est probablement ce qui est en train de se passer déjà à l'heure actuelle. Voilà. Donc, là, actuellement, si ce n'est peut-être sur vraiment des échelles de temps comme ça très, très courtes, hein, sur d'une minute, il y a forcément des choses à faire. Mais sinon, tout ça, pour moi, c'est de l'ordre de la chair à canon, en fait. Hein. Tout ce qui va se passer ici, c'est de la chair à canon. Donc, il faut vraiment faire attention. Euh, J'avais prévu de vous parler de petites choses. Je ne vais pas, je vais pas introduire de nouveaux concepts parce que là, je pense que la barque est déjà bien chargée avec tout ce que je vous ai transmis là durant ces deux premiers mois de salon VIP. Donc ceux qui arrivent, ceux qui viennent d'arriver, moi je vous encourage évidemment à aller sur le Discord et à aller dans la section contenu vidéo et de regarder et d'étudier religieusement toutes les vidéos qui ont pu être partagées. Euh, Celle de Tonton, bien évidemment, et puis les miennes également, où je parle vraiment de fondamentaux du price action. Ça me paraît essentiel. Ça me paraît essentiel aussi, si vous voulez vous intéresser au price action, de voir un peu, de regarder un petit peu, notamment le mentorat 2022 de ICT, les 12 premières vidéos notamment. Alors évidemment, vous pouvez tout regarder, mais après, on est plus dans des études de cas, ce qui est toujours intéressant, mais les fondamentaux du mentorat 2022 se situent dans les 12 premières vidéos, voire même, on pourrait dire, les 7 premières, parce qu'à la fin de la 7e vidéo, lui-même, il dit, voilà,
avec ça, vous connaissez ce qui est essentiel à connaître. Alors, il y a quand même une notion qui est essentielle et je voulais quand même revenir dessus, c'est la notion de biais euh, qui est, qui est importante. Alors, certains vont dire qu'elle n'est pas, elle est pas forcément indispensable. Oui, c'est vrai, elle n'est pas forcément indispensable sur des mouvements comme ceux-ci, par exemple. J'ai pas forcément besoin d'avoir un biais pour m'engager. J'ai simplement, enfin après tout dépend ce qu'on appelle un biais, hein, à considérer que par exemple, euh, alors par exemple ici j'ai une zone de liquidité là je pense que là on doit être on est en 1 heure qui a été prise. Ici j'ai eu un premier drive, un deuxième drive, un troisième drive. Ici un imbalance. J'aurais très bien pu me positionner à cet endroit. C'est toujours un peu le même manège, hein. Après, une fois qu'on a compris le principe, je place mon stop sur la mèche qui précède l'imbalance, ou s'il n'y a pas de... la bougie qui précède l'imbalance, s'il n'y a pas de bougie qui précède l'imbalance, eh ben, là je suis en 1 heure, hein. Je suis sur un trade qui va durer quand même quelques heures. Et puis, ce qui marche en scalping marche en 1 heure. Un 2 pour 1 par exemple. Voilà. Bon, ça, ça reste quand même dans le domaine du réalisable. Et là, on n'a pas forcément besoin d'avoir un biais à cet endroit-là précis pour comprendre qu'on a ici une zone de liquidité qui a été capturée et que là, ici, on a eu un petit displacement avec une fractale et qu'on peut se positionner ici. Et que si ça ne marche pas là, on aurait très bien pu se positionner à cet endroit-là. Et là, on aurait été stoppé assez rapidement. Bon, raison pour laquelle moi je ne traite pas beaucoup sur le 1 heure, c'est que on va avoir à peu près le même taux de réussite que le scalping, sauf que entre le moment où on entre en position et le moment où on a le verdict, c'est-à-dire on est stoppé ou alors on gagne, bah il peut se passer une journée, voire 2 journées. Là, je ne sais pas sur combien on est, mais ici, vendredi à 2 heures du matin et TP samedi à 17 heures, donc 36 heures quoi. Voilà, donc ce qui marche là, ici, va marcher sur le 5 minutes, le 1 minute, le 15 secondes, la time frame que vous voulez, la dynamique reste toujours la même. Alors, mais c'est vrai que avoir un biais, c'est quelque chose qui va permettre comment dire, de se focaliser sur les trades qui auront la plus haute probabilité de gain. C'est-à-dire que on va essayer d'identifier une tendance, et puis on va essayer de s'inclure dans cette tendance. Ici, par exemple, on voit bien qu'on a une tendance daily, et comment on va analyser? Je vais enlever ça, parce que ça ne nous sert plus. On va contextualiser le trade qu'on est en train de prendre. On peut très bien considérer une bougie, par exemple, comme un range. Une bougie daily comme étant un range. Si je prends celle-ci, par exemple, on est dans un contexte qui est haussier. Donc on a toutes les raisons de croire que la bougie suivante, lorsqu'on est à l'open ici, elle va continuer vers la tendance. Donc c'est sûr que si on se met là, si on va voir dans les time frames inférieurs, ici, je vais revenir sur du 1 heure. Voilà. Bon, on voit bien qu'ici, on a un retracement. Là, on a eu ici un displacement. Donc tout ça, ce sont des zones, évidemment, qu'on va pouvoir privilégier pour une entrée. Ici, ici, etc., etc. Et vous voyez qu'à chaque fois, on a une impulsion et ensuite suit un mouvement de consolidation. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc tout simple hein, pour essayer d'avoir un biais d'hélice, c'est d'identifier une tendance. Il y a un point que vous pouvez aussi intégrer, c'est que
j'avais transmis il y a quelques temps, au mois de décembre, je crois, au mois de novembre, un setup qui s'appelle le YPR. Le YPR consiste à identifier le haut et le bas du range entre minuit et minuit. Donc c'est pas une bougie daily, hein. Une bougie daily, elle ouvre à 18 h et elle ferme à 17 h, heure de New York. D'accord? Une bougie daily, c'est pas une journée. Ça correspond à la fermeture de session et ouverture de session, pardon, fermeture de session. Et donc, assez souvent, lorsque le haut du range minuit à minuit est pris, on va avoir un retracement qui peut être plus ou moins important, qui peut parfois même nous emmener vers le bas du range, la borne basse de ce range de minuit à minuit. Par contre, c'est assez rarement le cas pour les bougies daily. Et si vous avez remarqué, en règle générale, lorsqu'une bougie vient prendre le sommet de la bougie précédente, il est extrêmement rare qu'il vienne ensuite tag le bas de cette même bougie. Donc ça peut aussi être une façon de se fixer un biais. D'accord? C'est-à-dire que là, par exemple, ici, je vais agrandir, cette bougie-là, on est venu prendre sa base. Il est très peu probable que cette bougie-là vienne ensuite retagle son sommet. Ça peut arriver, vous trouverez plein de contre-exemples. Donc là, ici, en l'occurrence, ce mouvement-là, on va pouvoir, là ça c'est 3 journées, avoir un biais bearish et estimer qu'on a de fortes chances pour venir retaguer cet imbalance. Et une fois que cet imbalance est retagué, on peut raisonnablement, vu qu'ici on a quand même un displacement qui est quand même conséquent, avoir le biais de se dire, là je pense que là ça va rebondir. Et en l'occurrence, ça a été le cas. Voilà, donc là c'est vraiment une analyse du price action, le contexte, et puis certaines particularités du prix qui font que lorsqu'une bougie daily est taguée par sa base ou par son sommet, il y a très peu de chances pour que l'autre côté soit tagué par cette même bougie, évidemment. Il y a autre chose que vous pouvez faire, et en règle générale ça marche assez bien, en tout cas dans cette unité de temps-là, et là attention, je vais vous parler d'indicateurs. Ouh, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il nous parle d'indicateurs. Ouais. Alors je me permets d'en parler déjà parce que je ne suis pas contre les indicateurs. Je pense que le prix est le meilleur des indicateurs, ça c'est clair, mais je pense que des fois, ça peut constituer une aide. Moi, je me sers beaucoup des indicateurs, par exemple, pour ordonner des actions sur mes bots, parce que le prix seulement n'est pas suffisant, et moi, j'ai beaucoup de bots qui tournent en automatique, et je me sers des indicateurs avec les alertes. Alors là, vous allez pouvoir utiliser deux EMA. EMA, donc Exponential Moving Average, et en l'occurrence, qui constitue la coordination de ces deux EMA va constituer ce qu'on appelle le biais institutionnel. Donc ça, c'est ce que vous avez dû voir déjà dans les cours avec le trône. Si ce n'est que moi, je m'en sers uniquement que dans cette time frame-là, la time frame daily. Donc là, vous allez aller sur indicateur, vous allez aller sur, vous allez taper EMA, vous allez juste prendre ici Moving Average Exponential, et vous allez pouvoir en ajouter deux. La première, ça va être la plus rapide. Alors, donc, EMA. Alors, 9 périodes. Et celle-ci, je vais la mettre en rouge, bien épais, parce que ça va être la plus véloce, la plus rapide. Et ensuite, alors, oui. Source, time frame, voilà. Ici, vous allez vous mettre en daily. Voilà. Et après, la même ici. Donc là, on va prendre la 18 période. Time frame daily également.
Celle-ci, je vais la laisser en bleu. Voilà, on s'en fout. Bleu un peu plus clair pour qu'on la voit mieux. Voilà. Et après, voilà, visibilité, je vais pas m'emmerder. Moi, ça m'intéresse pas de la voir ici, ici, ici à la rigueur, pourquoi pas. Mais non, même pas. Je vais l'enlever, je laisse juste pour les time frame daily. Et pareil ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir retourner dans ma time frame de référence. Et bon, et là, c'est très simple hein, en fait. Hein, on va considérer qu'on pourra avoir un biais haussier lorsque l'EMA la plus rapide, donc la 9 période, et au-dessus, l'EMA la plus lente, la 18 période. C'est quelque chose que vous allez pouvoir retrouver dans le biais institutionnel. Seulement le biais institutionnel, lui, il s'adapte au time frame dans lequel vous êtes. Donc, c'est pas, enfin, moi je considère que c'est pas très intéressant. Mais par contre, de contextualiser le marché de cette façon-là, ça peut éventuellement vous aider à confirmer ou pas. On travaille beaucoup sur des faisceaux quand même, hein, sur des faisceaux des confluences d'indicateurs, d'éléments. Le premier étant le prix, le temps et éventuellement, pourquoi pas, ce qu'on va appeler des déviations standards, c'est-à-dire comment le prix dévie de sa trend, en fait. Et là, on voit bien qu'ici, en gros, depuis le mois d'octobre, on est dans une tendance qui est haussière et qu'on peut raisonnablement avoir un biais haussier. Mais après, évidemment, il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de ça, on va pouvoir, ça c'est dans l'ADN du prix, avoir des retracements. Et c'est assez intéressant de constater que, pour l'instant, d'ailleurs, comme quoi les moyennes mobiles ont toujours un temps de retard par rapport à ce que le marché nous dit, mais aussi elles ne sont pas trop, elles vont pas être trop tributaires ce que certains appellent des bruits de marché. Et ça, en l'occurrence, on peut considérer que c'est un bruit de marché. Hein. Vous voyez que pour l'instant, la tendance là n'a pas été inversée si on se fixe sur l'interaction de ces deux émas. Voilà, donc ça peut aider pour ceux qui ont encore du mal à se faire un biais. Bah, vous prenez ces deux émas et bon, ça peut. Et que là, c'est quand même assez réactif. On voit bien ici là qu'on est resté dans une tendance qui est baissière assez longtemps. Là, de juillet jusqu'au croisement là ici, donc jusqu'à mi-septembre. Voilà. Et après, là, on est repassé dans une période un peu d'incertitude. Et ensuite, on est passé dans un biais qui est clairement haussier. Voilà, bon, ça marche assez bien. Alors, ce dont je voulais vous parler également, c'est parce que je reçois des fois, assez souvent même des messages privés. Euh, J'en ai reçu quelques-uns où ceux notamment qui ont moins d'expérience me demandent comment est-ce qu'on peut mettre j'aimerais bien pouvoir trader avec du levier, voilà, en gros. Et moi, ma réponse, c'est toujours la même, c'est mais pourquoi est-ce que tu veux mettre du levier? Euh, et, et souvent, on me dit, bah, je veux mettre du levier parce que là, on est rentré dans une tendance qui est haussière, donc je veux essayer de gagner un peu plus. Et alors ça, mais bon, je pense que la plupart d'entre vous le savent déjà, mais c'est évidemment une mauvaise façon de penser les choses, parce que le levier, c'est un outil de money management. Le levier, c'est ce qui fait que si je veux risquer 1% de mon capital, et que par exemple, je veux me positionner à cet endroit, par exemple, là, ça c'est tout à fait un move qu'on aurait pu imaginer, hein, avec un 2 points, voilà, en gros.
disant, bah là, ici, on a un imbalance. Je vais enlever ces émas là. Merde. Par exemple, voilà, on aurait eu un trade là, bon, qui aurait pris quand même un certain temps, un petit mois. Mais ici, en admettant que j'ai un capital de 10 000 $. Si je veux risquer 1% sur cette position, il va falloir que je mise ici 0,05 Bitcoin. Bon, ça va encore, là c'est pas forcément un très bon exemple, et ça dépend. Mais admettons que vous ayez que vous vouliez pas mobiliser 0,05 Bitcoin dans ce trade et que vous vouliez passer éventuellement d'autres trades sur d'autres assets, ben, c'est à ça que sert le levier. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir miser 0,005 Bitcoin, par exemple, en levier x10. D'accord? Alors, ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que bah, vous êtes obligé de mettre un stop. Enfin, vous êtes obligé. Vous n'êtes pas obligé si vous créez un sous-compte sur votre exchange, que vous mettez un peu plus que la quantité, vous mettez 0,006 Bitcoin par exemple, et que voilà, vous dites bah, mon stop c'est la liquidation. Ça, pourquoi pas, c'est une façon de faire. Mais en tout cas, vous êtes obligé évidemment de maîtriser ce risque-là d'une façon qui est un peu différente, parce que évidemment, un levier x10, c'est-à-dire que chaque pourcent, bah, c'est 10% sur votre capital. Alors que le spot, ben, comment dire, il n'y a pas cette question-là. Si votre objectif, c'est de vous positionner sur le long terme sur Bitcoin, ben, moi, très clairement, en fait, je comprends pas l'intérêt de mettre du levier, en fait. Sachant que c'est pas prudent, c'est pas recommandable. Moi, je recommande absolument pas d'utiliser le levier pour décupler des gains, en fait. C'est pas pour ça que c'est fait. Donc, si vous avez envie de vous positionner sur Bitcoin et que vous pensez que, et je ne donnerai pas moi mon avis là-dessus, que voilà, on est dans une phase qui va nous emmener vers un nouvel ATH, mais pourquoi est-ce que vous allez mettre du levier? Simplement, ce qui est peut-être plus smart, c'est de dire, bah, par exemple, moi j'avais placé un ordre ici, là. Donc bah, voilà, j'ai eu un ordre qui a été pris ici, mais sur le spot. Et je vais pas vous donner, c'est pas un conseil d'investissement évidemment, mais j'ai des ordres ici. Et on va même aller plus loin. J'en ai même quelques-uns qui traînent par là. Voilà, dans la zone des 20. Voilà, ici, là. Ils seront peut-être jamais tag, et si c'est le cas, bah, c'est pas grave. De toute façon, c'est des ordres qui sont placés sur des bots, donc c'est pas des liquidités qui sont bloquées. Il faut juste que je fasse attention à qu'il y ait bien des liquidités au moment si le prix vient ici, parce que c'est pas pour l'instant des ordres qui sont inscrits sur le carnet. Je fais ça avec GoCrypto. Voilà, donc ça par contre, c'est quand même beaucoup plus smart de glisser quelques ordres comme ça sur des assets en lesquels vous croyez. Donc là, c'est Bitcoin, mais ça peut être n'importe quel autre asset. Bah, vous placez des petits ordres. Et voilà, moi ici, j'en avais placé un là. J'avais aucune idée, je savais pas. Donc là, en l'occurrence, c'était dans le cadre d'un DCA, d'un bot de DCA. Bon, bah, il a été tag, tant mieux, je suis content, parce que là, ça a été, il y a un retracement immédiat, et voilà, je pense que ce bot a peut-être déjà d'ailleurs TP, je sais pas exactement où est-ce qu'il en est, mais il doit pas en être loin. Voilà. Une autre petite chose dont je voulais vous parler, je sais pas où est-ce que j'en suis dans la durée de la vidéo, je voulais pas faire un truc trop long. Je check juste où est-ce qu'on en est. On en a une demi-heure. Bon, ça va. Je vais encore m'accorder un petit peu de temps. Parce que ça, c'est une notion qui est vraiment importante. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur le temps, l'impact du temps dans le trading,
qui, à mon avis, est pour l'instant, de toutes les vidéos que j'ai pu faire, vraiment la plus importante. Probablement aussi parce que c'est la plus structurée, mais elle est vraiment importante. Euh, sur cette histoire de Quarterly Shift. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais parlé donc, la fractalité du prix, mais aussi la cyclicité et l'impact du temps, l'impact des cycles dans les mouvements du marché. Si vous prenez une année, je vais essayer de voir si je peux. Voilà, bah, en gros, ici, on a une année. Si vous la divisez en 4, euh, vous avez 4 trimestres. Et si. Alors. Donc, si je mets le 1er janvier, en gros, jusqu'au 31 décembre, voilà. En gros, on va voir 4 cycles. Enfin, on va voir 4 périodes en fait. Si je prends un trimestre, que je le divise en 4, que je le divise. Ouais, c'est ça, ouais. Je vais avoir, pareil, des périodes. Alors, on va se mettre là. Donc, bon, désolé, c'est pas très bien découpé, mais c'est juste pour que vous compreniez le principe. Si je prends un mois, bon, je vais le virer ça, parce que ça va. On y voit un peu plus clair. Je vais pouvoir également identifier 4 périodes. On va descendre, on peut aller jusqu'à évidemment la journée. La journée, on va pouvoir découper ça en 4 périodes de 6 heures. Et chacune de ces périodes de 6 heures, on va pouvoir découper ça en périodes de 90 minutes. Les fameux 90 cycles. Donc ça c'est un concept que vous allez évidemment pouvoir retrouver notamment dans les mentorats de ICT, mais c'est pas évidemment c'est pas le premier à en avoir parlé. C'est lui qui a quand même poussé l'étude de ces concepts le plus loin. Euh, c'est intéressant ces phénomènes de quarterly shift parce que ça permet quand même de fixer un contexte dans lequel on est. Euh, ça va vous permettre aussi de donner une référence temporelle au trading, et vous allez voir que, en règle générale, le marché, il va évoluer euh, dans, euh, dans trois phases, essentiellement. Il va pouvoir évoluer dans une phase d'accumulation, c'est ce qu'on appelle justement ces fameux ranges de consolidation, comme on peut avoir ici par exemple. On va avoir les phases qui sont très importantes de manipulation. Alors ce que ICT lui a appelé le Judas Swing. Donc bon, l'image parle d'elle-même, hein, donc le mouvement de Judas, le mouvement de, je ne sais pas si je peux dire le mot PUTE, quoi. Et puis on va avoir une phase de distribution. Donc on parle aussi d'expansion, voilà, comme on peut avoir ici. Et en règle générale, ce petit manège, il est assez, il est assez métronomique en fait, hein. C'est-à-dire que on observe assez souvent, la plupart du temps pour pas dire. Alors c'est un peu particulier sur les cryptos parce que sur les cryptos c'est quand même des capitalisations qui font que c'est quand même beaucoup plus manipulable beaucoup plus facilement que des très très grosses capitalisations. Mais vous voyez bien que on a une phase de consolidation, qu'on a un mouvement qui est souvent, qui va être contraire à l'expansion. D'accord? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir retrouver à l'échelle d'une journée. Donc si je prends, ouais, je peux prendre cette journée-là, hein. Je vais à nouveau diviser
Alors là, je vais essayer d'être un peu quand même un peu plus précis. Je vais virer ça. Bon, là, j'ai découpé ça un peu à la one again, mais je vais essayer d'être un peu plus précis quand même ici pour le découpage d'une journée. Donc, minuit. Voilà, ici. Et on va aller jusqu'à... Voilà, donc ça doit être la journée de... Ah, oui, mauvais exemple. J'ai pris dimanche. Bon, enfin, pourquoi pas. Ceci dit, ça, c'est quelque chose qui va fonctionner même les week-ends. C'est ça qui est assez ouf. Voilà, minuit à minuit. Alors là, on est plus dans un horizon d'intraday, on va dire. Évidemment, j'ai perdu. Voilà. Q1, Q2, Q3 et Q4. Et on va agrandir tout ça. Bon, voilà, ça y est, on s'y retrouve. Donc, en règle générale, donc le marché, il va les cycles vont alterner entre les phases donc d'accumulation, de consolidation, de manipulation et de distribution. Comment dire, les phases de distribution peuvent être suivies d'une continuation ou d'un reversal. Donc un reversal, bah, c'est ce qu'on observe ici. Hein. On voit ici qu'on a une phase de distribution et tout de suite on a un reversal. Donc ça, tout ça, on va considérer que ça fait partie des expansions. Donc consolidation ou accumulation. Consolidation ou accumulation. Ensuite, manipulation. Judas swing. Ah, j'aime pas les N. Pourquoi Et distribution. Ah. Et en gros, ce sont trois phases qu'on va retrouver dans le fameux Power of Three. PO 3. Alors, le genre de séquence qu'on va pouvoir avoir, ça va être soit Q1, on va avoir une accumulation, c'est-à-dire une consolidation. Q2, on va avoir une manipulation, ou un Judas swing. Q3, une distribution. Et Q4, on peut avoir une continuation ou un reversal. Alors, je vais essayer d'en trouver une séquence. On a une ici. Donc là, ici, on a un reversal d'un mouvement impulsif. Ici. La consolidation. Ici. Et là, on a une nouvelle phase d'expansion. Ici, un Judas swing, manipulation. Et après, on a à nouveau une expansion. Et ce que vous pouvez observer, c'est que la plupart du temps, les phases de consolidation, elles se terminent par, en règle générale, ce genre de mouvement. Alors, je vais vous le dessiner ici. On va donc avoir ici une consolidation.
Ici, on va avoir le fameux Judas Swing. Et après, on aura une expansion. Ouais, et ça marche évidemment dans le sens. Et donc, évidemment, nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça, cette phase-là. C'est pas un smiley que je veux. Voilà, c'est ici. D'arriver à se positionner ici. Donc, de laisser le marché accumuler les liquidités, de bien charger l'order book et puis évidemment euh, l'open interest. À un moment donné, ça va venir chasser assez souvent la zone opposée à celle vers laquelle le marché va procéder à son expansion. Et ça, c'est un petit manège que vous allez vraiment pouvoir retrouver très fréquemment. Alors, là, par exemple, ici, c'est quand même très clair, hein. On a bien eu ici une phase de consolidation. Et ici, donc là, je suis en 5 minutes, hein, mais je pense que si on rentrait en 1 minute, on pourrait voir ici la figure que je vous ai montrée. Ici, on a bien un Judas Swing, une phase de manipulation. Alors ça fait un peu complotiste de parler de manipulation, mais pensez ça comme voilà, comme le marché vient prendre en fait du carburant pour ensuite procéder à la distribution qu'on a ici. Et après chaque mouvement impulsif, on va rentrer à nouveau dans une phase de consolidation, Judas Swing, expansion. Et là, ici, là, on a une longue phase de consolidation. Et évidemment, là, si je vais en 1 minute, tout ça, tout ce que je vous montre là, c'est un petit manège qu'on va pouvoir observer. Parce que l'action du prix, elle est fractale. Vous voyez? Donc, lorsque vous observez comme ça une phase de consolidation, plutôt que de vous positionner en disant oui, moi je pense que ça va baisser, je pense que ça va monter, je me mets là et je place mon short, je place mon stop ici, bah, c'est bien évident que avant que le marché aille dans votre direction, si vous avez raison, vous ferez stopper, ça va pas manquer. Par contre, d'attendre ce genre de mouvement, alors c'est peut-être parfois pas aussi propre que ça, mais en tout cas, si par exemple vous êtes sur le spot, eh ben, de vous dire, si vous êtes haussier, de vous dire, ben moi mes ordres, je vais les placer là, en fait. C'est à cet endroit-là que je vais les placer. Je ne vais pas rentrer à l'achat ici, c'est ridicule. D'accord? Et si je suis baissier, si j'ai envie de shorter, je ne vais pas shorter dans cette zone-là, parce que même si le marché me donne raison, il y a quand même de grandes chances pour que je me fasse stopper avant. Je ne sais pas si vous voyez un peu le principe. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez aussi pouvoir retrouver dans un modèle que j'ai partagé avec vous il n'y a pas très longtemps sur le MMXM. Bon, le MMXM, c'est plus, ça intègre tout ce petit manège dans un, dans un, dans une dynamique qu'on voit bien ici, hein. Là, ici, on voit bien qu'on a des paliers, en fait. Vous voyez, le marché, c'est comme ça qu'il procède. Ici, un Smart Money Reversal, palier, Judas Swing, expansion, palier. Et là, ici, on arrive à un point où on a un reversal également. Et ce reversal, il intervient, il laisse même derrière lui un equal high qu'on voit ici, ce qui peut nous laisser dire que il a plutôt vocation à y retourner. On continue, et là, on rentre dans une nouvelle phase, avec à chaque fois des paliers, et ces paliers, en règle générale, ils sont
ils trouvent leur issue suite à un mouvement qui vient à l'opposé de l'expansion. Voilà. Bon, évidemment, ça, c'est quelque chose qui se backteste, hein. Ici, en l'occurrence, pareil, on a eu voilà, un swing baissier. On en a eu même deux. Ici, on est venu chasser un petit peu tout ce tout ce qui s'était accumulé ici. Et hop, après, c'est parti. Et voilà où on est. Pareil, ici, là, je pense que tout le monde a levé les bras vers le ciel. Ça y est, c'est parti. Nouvelle ATH. Et bim. Là, ici, pareil, accumulation, mouvement d'inducement et expansion. Donc là, alors, avoir des ordres qui traînent ici, bah oui, pourquoi pas si on est sur le spot. En levier, je sais pas, hein. Parce que là, il y a fort à parier que on va rentrer à nouveau, suite à un tel mouvement d'expansion, à une nouvelle phase de consolidation. Et bon, ça, je vais pas revenir dessus, c'est ce dont j'ai parlé en début de vidéo. Voilà, donc ça, tout ça, ça permet vraiment de de contextualiser le marché. Et évidemment, tout ça, c'est fractal. Donc ce qu'on a observé ici, ce que j'ai pu détailler ici sur du 1 minute ou du 5 minutes, ben, voilà, on l'observe également en 4 heures. Consolidation, Judas Swing, expansion. Consolidation, Judas Swing, expansion, etc., etc., etc. Voilà. Donc ces zones-là, en fait, pour moi, ce sont des zones qui peuvent évidemment on peut s'en servir, mais par exemple en faisant tourner un grid bot. Ou alors, pourquoi pas, parce que des fois on peut s'y installer un certain temps, on peut s'y installer même très longtemps. Ben, pourquoi pas établir un range et puis bah, vendre au sommet et, euh, et acheter en bas, vendre au sommet. Pourquoi pas? Et on peut faire tourner ça un certain temps, on va dire. Sauf que des fois, il y a quand même une impulsion à l'intérieur de ce range. Mais ici, par exemple, vous voyez, là, il y avait quand même, là, qu'on était dans la zone des 24 000, entre 24 000 et 26 000, on y restait quand même de mi-août à, là, la sortie, elle s'est faite à mi-octobre. Voilà. Donc tout ça, évidemment, ça peut s'exploiter. Tout ça, ça peut s'exploiter. Vous observerez quand même que, en règle générale, le marché, il opère une consolidation avant les ouvertures de séance. Donc, alors, la session asiatique est un peu particulière, elle est un peu à part, et moi, c'est pas une session que je vais beaucoup trader. Mais si vous observez bien ce qui se passe avant, alors là, je vais remettre le fantastique indicateur de Venise que je vous encourage à prendre. Voilà, on observe bien avant les ouvertures de session. Donc ici, New York AM. Donc là, on est sur la PM. Alors, tout ça, on va considérer que c'est la même session, hein. Et évidemment, la session de Londres. Voilà, on est dans des ranges comment dire, vous voyez, d'accumulation. C'est quand même assez rare qu'on ait des mouvements très impulsifs dans ces time zones-là. Et assez souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir toujours ce mouvement-là de voilà, Judas Swing, manipulation, expansion. Et la London, pour peu qu'il y ait eu une expansion avant l'ouverture, juste avant l'ouverture, quelque chose qui pourrait donner éventuellement envie aux opérateurs de marché de se positionner en short, on aura souvent un reversal, ce qu'on appelle donc le London Reversal. Et en règle générale, la London se fait chasser des deux côtés.
En tout cas sur les indices. Alors sur Bitcoin, j'ai moins de... Si, bah, j'ai moins de data, je dois avouer. Pour l'instant, c'est pas le cas. Mais en règle générale, les sessions new-yorkaises, elles viennent chasser le high et le low des sessions londoniennes. En tout cas pour les indices, là de ce que je vois, ça n'a pas l'air d'être le cas, en tout cas pas systématiquement. Ouais, il faudrait backtester tout ça. C'est vrai que j'ai un peu moins de data sur le Bitcoin. J'essaye d'en faire des nouvelles. Euh, c'est le cas en tout cas sur le Forex. Ça, si vous regardez l'euro-dollar par exemple, c'est assez, c'est un classico, on va dire, vraiment. Et sur les indices aussi, si vous prenez le Nasdaq, le SP500, vous allez voir que, en règle générale, on va avoir une création de liquidité dans la session asiatique. On va avoir une chasse au stop dans la session de Londres. Et New York va commencer par une chasse à l'un des pôles de la session londonienne, donc le pôle nord ou le pôle sud. Et ensuite, l'expansion va venir souvent chasser le pôle opposé. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Et bon, je vais pas revenir dessus, mais enfin, je vais pas m'étendre dessus, mais de plus en plus, je me rends compte que je passe du temps à essayer d'en gagner le plus possible, notamment en automatisant mon trading. Et je passe beaucoup de temps actuellement à faire des tests, depuis que notamment que GoCrypto propose les webhooks et c'est les DCA, ce qui fait que le bot il peut tourner indéfiniment en fait, à moins de le stopper soi-même. Une fois qu'il a pris une position et qu'il a TP ou qu'il a SL, et ben il va se relancer. Et donc là en ce moment, je passe beaucoup de temps à tester le- l'impact de certaines alertes sur les bots. Donc évidemment, on peut pas intégrer encore des comptes démo dans GoCrypto et je crois pas que ça soit le cas un jour. D'après ce qu'ils m'ont dit, ils vont pas, ils préfèrent se consacrer sur d'autres développements de leur plateforme. Mais bon, après, ça se fait sur des petits montants. C'est pas, ça va pas manger, voilà, ça va pas manger beaucoup de capital de faire 100 positions à 10 dollars, sachant que en règle générale, vous êtes sur des petits SL et des petits TP. Euh, voilà, moi je passe beaucoup de temps là-dessus. euh, et je vous encourage à faire des recherches, à regarder un peu là, tous les indicateurs que vous connaissez. Est-ce qu'il y a des signaux automatisés en entrée qui permettent d'avoir des entrées intéressantes et qui permettent surtout d'avoir pourquoi pas, un signal contraire en sortie pour prendre un. Ah bah tiens, d'ailleurs, Bitcoin qui est en train de. Là, à l'ouverture de la. Ah voilà, on est sur la silver bullet, on arrive sur la silver bullet là. Et donc là, on voit bien qu'ici, on a eu un range. Et que fait le prix là? Il vient chasser. Ça, c'est marrant hein, d'observer ça en temps réel. Il vient évidemment chasser les bornes de la borne basse de l'EM. En tout cas, il commence par ça. Il n'est pas venu de tag cette imbalance encore là, je suis en 1 minute. Donc bon. Voilà, donc qu'est-ce que ça veut dire qu'il va s'engager vers un mouvement, vers une expansion positive? Je sais pas. La Silver Bullet, elle commence là dans 3 minutes. Bon. Oui, donc, et faire des recherches, parce que automatiser le trading, je dis pas qu'il faut faire que ça, mais en tout cas, moi, j'y consacre une part de plus en plus importante de mon capital, quelques pourcents, on va dire, parce que j'ai des résultats déjà, parce que j'ai pas à m'en occuper, et parce que ça règle quand même le problème qui, en tout cas en ce qui me concerne, est peut-être le plus gros problème, même si j'y travaille, c'est la psycho en fait. C'est la psycho, c'est ce qui peut se passer dans notre tête, même si on a confiance en un modèle. euh,
il y a quand même des éléments qui font qu'on va pas toujours être dans le même mindset, qu'on va à certains moments être plus fragile ou au contraire trop confiant. Et en ce qui me concerne en tout cas, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce qui me pose le plus de soucis dans le trading, c'est pas la connaissance, c'est pas la lecture du price action, c'est pas la connaissance du marché, c'est essentiellement le mindset, c'est essentiellement la psychologie. Et le fait d'automatiser le trading, en tout cas une partie du trading, ça règle ce problème-là. Parce que là, les décisions, le plan, vous le prenez en amont, vous faites des tests, vous faites un certain nombre de positions. En l'occurrence, moi, mon seuil, c'est 300. C'est-à-dire que je commence à considérer que les résultats que j'ai sont significatifs à partir de 300 positions. Mais après, chacun fait comme il veut, hein. Et à partir de là, après, bah, vous engagez le bot et vous le faites tourner. Et puis régulièrement, vous faites le point pour voir s'il est toujours aussi efficient, s'il est toujours aussi consistant. Et, euh, et puis voilà. Et ça fait ça va générer un rendement. Et en admettant que vous réinjectiez une partie des gains, une partie, je dis bien, pas forcément tout, mais une partie des gains dans ce bot, bah, ça va générer des intérêts composés et notamment et du capital qui vont éventuellement vous permettre, pourquoi pas, de vous positionner sur des positions plus long terme, sur du spot, si c'est votre profil, ou d'investir, enfin peu importe. Après, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. Voilà, c'est tout pour moi. Je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que ça va vous servir. On en discute évidemment sur le Discord si besoin. Je rappelle que les séances de coaching individuel sont toujours ouvertes. Si vous pensez en avoir besoin, n'hésitez pas à me contacter en messagerie privée. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et bien, j'ai oublié le plus important, c'est de vous souhaiter quand même une très belle année. Plein de profits, la santé, l'amour, tout ça. Tout ça, tout ça. L'amour et la santé, c'est quand même ce qui est le plus important. À plus!